Bonjour tout le monde. On va continuer aujourd'hui. On va entamer une nouvelle partie de la statique intitulée Le principe fondamental de la statique. Mais avant ça, il nous reste une page qu'on n'a pas traitée le cours de la modélisation statique. C'est une page dans laquelle sont dressés les torseurs des actions mécaniques, des différentes liaisons normalisées. Donc, pour les liaisons normalisées, on a déjà défini la forme générale de contact entre deux solides. On a défini que l'action entre ces deux solides, il va s'exercer sur une surface, une longueur ou un point, et ça va être donc exprimé selon l'amplitude de la pression exercée entre ces deux solides et dirigé suivant la normale sortante. Donc, d'une façon générale, puisqu'on va utiliser nos systèmes, ici on va utiliser généralement des liaisons qui sont normalisées, on a des torseurs qui sont normalisés dans certains points. Prenons l'exemple le plus simple, celui d'une liaison sphère-plan ou une liaison qu'on appelle ponctuelle. Donc, une liaison ponctuelle, elle est obtenue à partir d'un contact ponctuel entre deux solides. Donc, c'est le contact entre une sphère et un plan. Ce contact est suivant un point. Donc, si on souhaite calculer le torseur dans ce point, notons ce point par exemple O, donc le contact entre les deux solides dans ce point, son torseur statique, donc par exemple de S1 sur S2, ça va être une résultante qui va être portée par la normale sortante. Donc S1 sur S2, ça va être dirigé vers ce sens, vers la normale 1, 2. Il y aurait seulement une seule composante. Si on ajoute le repère X, Y et Z, donc puisqu'ici la normale c'est Y, donc ça serait dirigé suivant moins Y, avec une norme qu'on va noter Y1, 2. Dans ce cas. Pour donc, le moment, lorsqu'on va calculer le moment au point O, puisque la résultante elle est appliquée, donc la résultante qu'on va trouver, il serait appliquée au point O. Donc, le moment serait directement OO vectoriel la résultante, ce qui va donner un moment nul. D'accord? Donc, d'après ça, une liaison ponctuelle induit directement une seule composante suivant la normale et un moment qui est nul. D'accord? Si on écrit ce torseur sous forme de colonne, donc c'est une écriture en ligne. Si on écrit ce torseur sous forme de colonne, ça va résulter d'avoir une seule composante, Y12, pour la résultante, et qui va être portée par le vecteur Y. Ceci exprimé au point O. D'accord? Donc, à condition, donc on a trouvé une composante suivant la normale, mais à condition qu'il n'y ait pas de frottement entre les deux solides. Si on a un frottement, ça va donner ou ça va résulter du fait d'avoir une composante qui serait tangentielle. D'accord? Donc, dans ce tableau-là, on va traiter les liaisons cinématiques dans le cas où ces liaisons sont, on dit, parfaites, sans frottement. Parfaites ou sans frottement. D'accord? Juste une petite remarque. Donc, on a obtenu ce torseur.
en utilisant cette méthode. La deuxième méthode, qui est la méthode la plus simple pour obtenir les torseurs de liaison, c'est de passer par le torseur cinématique. Donc, le torseur cinématique qu'on connaissait déjà de liaison ponctuelle, donc le torseur cinématique de S1 par rapport à S2, exprimé en un point, par exemple le point O. Donc, pour une liaison ponctuelle, on a dit qu'il contient 5 degrés de liberté. Donc, si vous voyez cette liaison-là, il peut faire une translation, deuxième translation, il peut faire une rotation, deuxième rotation et troisième rotation. Donc, il peut y avoir 5 degrés de liberté. Donc, on peut avoir une rotation autour de X, rotation autour de Y, une rotation autour de Z et deux translations. Une translation suivant X, translation suivant Z et pas de translation suivant Y. Donc, on trouve que le torseur cinématique, il contient 5 composantes ou 5 degrés de liberté. D'accord? Alors que le torseur statique, on a trouvé qu'il contient un seul degré. On dit qu'on a une complémentarité entre les deux. Donc, cette complémentarité réside dans le fait, si une composante est nulle dans le torseur cinématique, ça va donner une composante qui n'est pas nulle dans le torseur statique, mais à condition que la complémentarité va entre la colonne des résultantes avec la colonne des vitesses et entre celle des moments statiques avec les rotations. Donc, vous voyez ici, on n'a pas de composante suivant les translations, ce qui se traduit par une composante qui va exister, la résultante statique. Et pour les autres composantes qui ne sont pas nulles, le torseur cinématique, ils vont donner des zéros, le torseur statique. On va voir l'exemple, les différents torseurs. L'exemple qu'on a sur la page 6, on a une liaison sphère, plan, ou une liaison ponctuelle de normale ici, normale Z, ou Z1. Donc, le torseur cinématique de liaison ponctuelle, on a dit que c'est un torseur qui contient 5 composantes. Donc, la seule composante qui ne va pas être autorisée ici, c'est la translation suivant Z, qui va être un 0. Donc, cette composante suivant Z de translation va se traduire à avoir une seule composante, le torseur statique. Avec le point d'expression de ce torseur, c'est le point O, qui est le point de contact entre le sphère et le plan. Pour une liaison cylindre-plan, donc cylindre-plan, le torseur cinématique, c'est un torseur qui autorise combien? Donc, vous voyez qu'on peut avoir ici une translation, une deuxième translation. Pour les rotations, on peut avoir une seule rotation ici, une autre autour de Z, mais pas de rotation autour de Y. Donc, le torseur cinématique, ça serait donc une rotation autour de Z, une rotation autour de Y, donc plutôt autour de X, et pas de rotation autour de Y. Pour les translations, on aurait une translation suivant X, une translation suivant Y, et pas de translation suivant Z. Ce qui va se traduire, le torseur statique, donc ce 0-là, il va donner M12, et ce 0-là, il va donner Z12. D'accord? Donc, d'une façon analogue, une liaison rotule
il autorise combien de degrés de liberté? Il autorise 3 rotations, oméga x, oméga y et oméga z. Donc, il autorise 3 rotations. Donc, le fait d'avoir une rotation ici va se traduire par un 0 ici. Une deuxième rotation, un 0. Une troisième rotation, un 0. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, pour chaque torseur, pour déterminer le torseur statique, il suffit de déterminer son torseur cinématique. Donc, prenons les exemples les plus simples. Par exemple, une liaison pivot. Liaison pivot, le torseur statique, le cinématique de S1 par rapport à S2, exprimé à n'importe quel point de l'axe, par exemple le point O, sous la forme, donc liaison pivot, il autorise une seule rotation. Ici, une rotation autour de X. Donc, ça serait une composante de rotation suivant X. Les autres, ce seront des zéros. Donc, vous voyez bien que cette composante de rotation sur X va se traduire par un 0 la case des moments. D'accord? Et les autres zéros, ils vont donner des composantes pleines. Une liaison glissière, la même chose. Le torseur cinématique de S1 par rapport à S2, il va donner donc une liaison glissière, il donne juste une seule translation. Translation ici suivant X. Donc Vx, les autres, ce sont des zéros. Ceci exprimé à n'importe quel point. Si vous vous rappelez bien de la liaison glissière. Donc, cette composante Vx va donner les résultantes 1, 0. Les autres composantes du moment, ils ne seront pas nuls. C'est bon? Donc, c'est la même chose pour tous les torseurs restants. Le seul qui présente une particularité, c'est toujours la liaison hélicoïdale. Donc, si vous vous rappelez du torseur cinématique de la liaison hélicoïdale, on l'avait déterminé comme étant, donc cette liaison hélicoïdale, il peut avoir une rotation autour de X avec oméga X, Vx, ils sont tous les deux liés, si vous vous rappelez de ça, avec une liaison qui dit que Vx est égal à P fois oméga X sur 2pi, en ajoutant un signe plus ou moins. La même chose pour le torseur cinématique, ça serait, donc normalement, le fait d'avoir deux composantes ici va se traduire par ne pas avoir de composantes suivant X. Mais la particularité, le torseur de liaison hélicoïdale, c'est le fait d'avoir ces deux degrés de liberté qui sont liés. Donc, ça va résulter d'avoir ici qu'un seul degré de liberté. Donc, on a juste une liaison hélicoïdale. On a un seul degré de liberté, liaison hélicoïdale. Ce qui va se traduire par avoir juste 5 degrés de liaison, le torseur statique. 5 degrés de liaison, yani ces 4-là seront libres, avec ces deux-là, ils seront liés. Donc, puisqu'ils sont liés, ça ne représente qu'une seule dimension, qu'un seul degré. Cette liaison, elle est presque la même, mais avec un changement de signe. Donc, le torseur cinématique, on avait plus, moins, plus pour une liaison qui est à droite et moins pour une liaison qui est à gauche. Donc, ça serait l'inverse ici. Donc, le signe moins, c'est pour une liaison qui a une hélice à droite. Le signe plus, ça serait pour une hélice qui est à gauche. D'accord? Donc, c'est la façon pour déterminer ou déduire directement les torseurs statiques des liaisons à partir des torseurs
cinématique. Donc, vous allez étudier l'année prochaine, Inch'Allah, pourquoi on a obtenu cette propriété. Donc, il est obtenu du fait qu'il n'y a pas de frottement entre les liaisons et du fait que, donc, il est obtenu à partir de la définition de la puissance dans une liaison. Vous allez la voir l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, la puissance, elle est définie comme étant le produit des deux torseurs, le torseur statique fois le torseur cinématique. Et ça doit donner, pour une liaison qui est parfaite, ça doit donner le vecteur nul. Et on a déjà parlé de produit des torseurs. Donc, lorsqu'on a un torseur, le produit, s'il faut vous rappeler au début, donc on a dit pour faire le produit d'un torseur, on fait le produit de la résultante, fait le moment du deuxième, puis le produit du moment du premier torseur, le moment, la résultante du deuxième torseur. Et à partir de ça, on va dire qu'une puissance nulle dit un frottement nul, dit une complémentarité entre le torseur cinématique et le torseur statique. Donc, dans cette partie du principe fondamental de statique, on va parler comment déterminer des inconnus dans un système, des inconnus de type statique, donc des efforts, des résultantes et des moments. Donc, pour parler du principe fondamental statique, on a déjà parlé le dernier chapitre de c'est quoi un système matériel. Donc, un système matériel, il est défini comme étant un ensemble de solides, de fluides qu'on souhaite étudier. Donc, dans ce principe fondamental, on va utiliser la notion de système isolé. Donc, pour faire l'étude, on va isoler un système matériel afin de voir quelles sont les actions qui agissent sur ce système. Donc, le système isolé serait le tout ou une partie d'un système matériel que l'on rend distinct de son environnement. Par exemple, une quantité de fluide, une partie d'un solide, un solide ou un ensemble de solides. Ainsi, l'espace serait partagé entre deux parties. Le système qui est isolé et son environnement extérieur qu'on va noter E bar. Donc, on aurait le système. Tout ce qui est à l'intérieur va être appelé environnement. On va le noter avec un bar. On va distinguer aussi deux types d'efforts, des efforts qui sont intérieurs et des efforts qui sont extérieurs. Par exemple, si on a des solides S1, S2, S3, et on souhaite isoler juste deux solides S1 et S2, on va noter ça, l'ensemble isolé. On va noter ça, l'extérieur, et on va dire que si on a une action exercée par S2 sur S1, on va appeler ça un effort qui est intérieur. Ici, on a une action exercée par S3 sur S2, on va appeler ça un effort qui vient de l'extérieur. Donc, lorsqu'on isole un système, on tient compte juste des actions qui sont extérieures, sans tenir compte des actions qui sont à l'intérieur de ce système. On arrive au principe fondamental de la statique qui dit si on considère un système de solides indéformables E et un repère galiléen, et je souligne galiléen, donc pour appliquer le PFS, ça doit obligatoirement être un repère qui est galiléen. Qu'est-ce que cela veut dire un repère galiléen? Donc pour l'étude des systèmes, ça doit être un repère qui est lié à la Terre, lié au sol. Donc pour qu'un système matériel E soit en équilibre par rapport à un repère galiléen, il faut que le torseur des actions extérieures qui lui sont appliquées soit égal au torseur nul, ce qui se traduit par cette équation-là. Le torseur des actions extérieures appliqué sur le solide ou le système isolé, ça doit être un torseur qui est nul.
À partir de ça, donc une écriture torsorielle donne une écriture sous forme de vecteur, puisque le torseur statique, il est en fait un torseur composé de deux vecteurs, la résultante et le moment exprimé un point. Donc le fait que ce torseur-là égale au torseur nil, cela veut dire que ces deux composantes-là seront nulles. Donc ce qui donne la première équation vectorielle qu'on appelle théorème de résultante statique ou ce qu'on note d'une façon abrégée TRS, qui dit que la résultante serait un vecteur nul. La deuxième théorème, qu'on appelle théorème de moment statique, ou qu'on note d'une façon abrégée TMS, et qui dit que le moment en un point O égale au vecteur nul. Je précise que le principe fondamental, il est appliqué à n'importe quel point. Donc, il suffit de choisir le point dans lequel on souhaite appliquer ce principe. La conséquence de ça, donc on a obtenu deux équations qui sont vectorielles. Donc, à partir de ça, on va obtenir, si on fait la projection de ces deux équations vectorielles sur un repère, on va trouver 6 équations scalaires. Et le fait, donc la résolution d'un problème statique, revient donc à écrire ces 6 équations scalaires et parfois faire la résolution afin de trouver des relations entre les différentes actions mécaniques. Les théorèmes des actions réciproques. Donc, on a parlé du principe fondamental de la statique. Pour ce qu'on appelle théorème des actions réciproques ou actions mutuelles. Donc, si on a deux solides ou deux ensembles E1, E2, et que E1 applique une force sur E2, donc à partir de ce théorème, on va dire que la même chose, E2, il va appliquer une même action mécanique, mais ça serait de sens opposé qu'on trouve dans cette démonstration. Donc, si on a le torseur de E appliqué, donc de l'extérieur, E bar appliqué sur cet ensemble-là, égale à la somme des actions extérieures appliquées sur E1, plus la somme des actions extérieures appliquées sur E2. Donc, ceci, on a appliqué le PFS à l'ensemble E. Si on applique le PFS à l'ensemble E1, on va trouver que le torseur statique des actions extérieures sur E1, ça serait tout d'abord les actions extérieures appliquées sur E1 plus l'action de E2, puisqu'on a isolé cette fois-ci juste le solide E2. Donc, O2, il subit à la fois des actions qui proviennent de l'extérieur et une action qui provient de E1. D'accord? La même chose, si on isole ce solide-là, donc il va subir des actions de l'extérieur et une action appliquée par E2. On va trouver à la fin que le torseur de l'action de O2 sur E1 plus E1 sur E2 égale à 0, ce qui se traduit par le torseur statique de E1 sur E2, il va être égal à moins le torseur statique de E2 sur E1. Donc, si on ne détermine jamais une action mécanique d'un solide appliquée à l'autre, par exemple, une liaison, on a une liaison pivot. On a déterminé, par exemple, le torseur de S1 sur S2. Donc, on a déterminé ce torseur avec des inconnus. Donc, on a dit que le torseur de liaison pivot, il contient 5 inconnus. On va les noter. Donc, X12, Y12,
M12 et Z12. On va supposer que cette liaison pivot est suivant X, donc la résultante suivant X, le moment suivant X serait nul, et ça va laisser donc M12 et N12. Donc si jamais, donc ce sont si X, Y, Z, ML, ce seront les inconnus de liaison. Si jamais on souhaite utiliser dans une autre partie le torseur statique de S2 sur S1, donc on ne va pas nommer d'autres inconnus, mais juste utiliser ceci. Donc on va ajuster juste un signe. Donc ça serait moins X12, moins Y12, moins Z12, et moins M12, et moins N12. D'accord? Avec ces deux torseurs exprimés au même point et dans la même base. Donc on va prendre cette première application intitulée Étude d'un portique. Donc pour étudier ce portique qui est soumis à des actions, et l'objectif c'est de déterminer des actions mécaniques dans les différentes liaisons. Donc comme vous voyez ici, on a tout d'abord des hypothèses qui disent que les actions, que les liaisons seront supposées parfaites. Donc le fait d'ajouter ce mot liaison parfaite, ça va nous autoriser à utiliser les torseurs qu'on avait déterminés tout à l'heure. Les torseurs standardisés. La deuxième hypothèse, c'est le fait d'ajouter que le poids du solide 2 est négligeable devant les efforts mis en jeu. Une question qui est de déterminer les actions mécaniques dans les différentes liaisons centrées au point O, A et B en fonction des paramètres du système. Donc tout d'abord, pour entamer une étude statique ou une application du principe fondamental de la statique, on dresse ce qu'on appelle le graphe d'action mécanique ou le graphe d'analyse. Donc, graphe d'action mécanique ou graphe d'analyse. Pour ce graphe d'analyse, c'est un graphe qui ressemble au graphe de liaison, mais dans lequel on ajoute les actions mécaniques. Donc, pour l'élaborer, on dresse tout d'abord le graphe de liaison. Donc, comme vous voyez ici, on a un bâti représenté par 0. On a une première liaison au point O, qui est une liaison entre 0 et 1. C'est une liaison pivot d'axe O, X. Ensuite, au point B, on a une liaison entre les solides 1 et 2. C'est une liaison, au point B, c'est une liaison, ça représente une liaison rotule. Donc cette liaison rotule, on dit qu'il est de centre B. Il nous reste une liaison au point A, qui est entre 0 et 2. C'est aussi une liaison rotule de centre A. On a dressé le graphe de liaison. Ce qui reste, c'est dresser ou ajouter les actions mécaniques. Donc, quelles sont les actions mécaniques extérieures à ce système? Donc, on a tout d'abord cette action-là, représentée par ce glisseur ou cette résultante F, qui agit sur le solide 1. Donc, pour le solide 1, on va ajouter une flèche et on va ajouter la force F, ou l'action mécanique modélisable par un glisseur. Dans certains cas, dans la majorité des cas, on va ajouter l'action d'épesanteur qui va agir sur les différents solides représentant le système. Mais, comme vous voyez ici, on nous a dit que l'action de pesanteur
où l'action de poids sur le solide 2, elle est négligeable. Donc, ça ne serait pas mis en jeu. D'accord? Donc, l'action de pesanteur, il n'est pas inclus dans ça. Une autre petite remarque, c'est le fait qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas des actions qui sont appliquées sur le bâti. Donc, dans notre démarche d'étude statique, on ne va jamais isoler le bâti. Donc, jamais isoler le bâti. Donc, le fait qu'il y ait des actions qui sont appliquées sur le bâti ne va pas ajouter quelque chose. On ne va pas l'isoler. Donc, on va représenter juste les actions qui sont applicables sur les autres solides. Donc, on nous a dit que de ne pas tenir compte de l'action de pesanteur sur le tirant 2. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est l'action de F appliquée sur le solide 1. Donc, pour l'action, donc cette action F, dans ce cas, fait de l'exercice, il résulte du fait qu'il y a un poids. Donc, ce poids-là qui est appliqué sur le solide 1. Donc, on ne va pas tenir compte de l'application du pesanteur. Cette F-là, il représente en fait le poids et d'autres actions que subissent le solide 1. Donc, on a déterminé ou tracé le graphe d'action mécanique. Puis, on peut commencer à résoudre ou à faire la question. Donc, la question, il consiste à déterminer les inconnus des liaisons centrées au point O, A et B. Quels sont ces inconnus de liaison? Donc, pour cela, on va établir pour chaque liaison ces inconnus. Donc, la première liaison, on va l'écrire sous forme torsorielle. Donc, le torseur statique de la liaison appliqué par le 0 sur 1 à travers la liaison. Donc, puisque c'est une liaison qui est en fait une liaison pivot, donc on a dit que pour une liaison pivot, le torseur statique, il s'écrit sous forme, il contient 5 composantes. On va juste annuler la composante suivant l'axe. Donc, puisque cette liaison pivot est d'axe OX, la composante de rotation autour de X existe, ce qui se traduit par une composante nulle suivant le moment dans la composante X. Les autres, ils seront non nuls. Donc, on aurait X 0,1, Y 0,1, Z 0,1, M 0,1 et N 0,1. Ce torseur exprime le point O, ce point-là, est dans une base qui contient obligatoirement le vecteur X. Pour la deuxième liaison, le torseur statique de la deuxième liaison qui est de 0 sur 2. Donc, entre 0 et 2, on a une liaison rotule de centre A. Donc, on va dresser le torseur le point A. Donc, de la même façon. Donc, juste pour faire plus clair, donc on va établir ici le torseur cinématique. Donc, pour liaison pivot, le torseur cinématique, il s'écrit comme étant une seule composante suivant X, qui est la composante de rotation. Pour une liaison rotule, donc une liaison rotule, il autorise 3
rotation. Il n'autorise pas de translation, ce qui va se traduire par un torseur statique qui va contenir des zéros les composantes du moment. Donc, oméga x, كتعطينا un zéro في le moment. 0 le moment et un autre 0. Les composantes pour les composantes résultantes, on aurait x02, y02 et z02. Dans la base, x, y, z. La troisième liaison, la liaison entre le 1 et 2. On revient le graphe de liaison. C'est une liaison rotule au point B. Donc le torseur au point B serait un torseur de liaison rotule. Donc on va le noter x12, y12, z12. Donc il est de la même forme que celui-ci. Et dans une base, donc pour le torseur de liaison, puisque c'est trois rotations suivant trois axes perpendiculaires, on peut utiliser n'importe quelle base. Il nous reste, donc on a déterminé les torseurs des liaisons. On va utiliser un autre torseur, c'est celui de F. Donc le torseur statique de F qui est appliqué sur le solide 1, donc comme vous voyez, le graphe d'analyse, le graphe d'action mécanique, F, il agit seulement sur le solide 1. Donc, avec des données qui sont que la résultante F, il contient deux composantes. Une composante Fx et une composante moins Fz. Et on a dit que ce solide, il est sous l'action de cette force. Donc, on dit force ou torseur glisseur ou torseur à résultante lorsque le torseur, il contient juste la résultante. Et on a le point d'application qui est le point C. D'accord? Donc, le moment de F dans ce point C, il serait nul. Si on calcule le moment de cette force à un autre point, par exemple le point B, il serait non nul. Mais le point C, qui est le point d'application, ça serait nul. D'accord? Donc, le torseur de l'action de F sur 1, ça serait Fx 0 et moins Fz. Et pour le moment, ça serait nul, mais au point C. Donc, il exprime la même base, x, y, z. Donc, ce qui était demandé ici, c'est juste d'exprimer les torseurs des liaisons. Donc, on a exprimé les torseurs, mais il reste à déterminer ces actions mécaniques de liaison en fonction des paramètres D, H, L, Fx et Fz. On doit trouver la relation entre ces différents inconnus, x01, y01, L01, donc en fonction de Fx et Fz. Pour cela, on va appliquer le PFS. Donc, puisqu'on va déterminer les différents inconnus statiques de ce problème, on va faire plusieurs isolements. Le premier isolement, on va isoler le solide 2. Donc, lorsqu'on va isoler le solide 2, on va trouver qu'il est soumis à deux actions. La première action, c'est l'action de 0 sur 2, et la deuxième, c'est l'action de 1 sur 2. Et on aurait déterminé les inconnus, donc les inconnus de cette liaison et les inconnus de cette liaison. On va faire un deuxième isolement afin de déterminer les inconnus restants. Donc ici, on a déterminé les inconnus de cette liaison, qui sont des inconnus pour 2, comme c'est le cas pour le 1. Donc on a terminé avec cette liaison, on a terminé avec cette liaison. Il reste à déterminer les inconnus
de la liaison entre 0 et 1. Pour déterminer ces inconnus, on a deux choix. Soit de faire l'isolement du solide 1, soit de faire un isolement de l'ensemble des solides 2 et 1. Donc, lorsqu'on va isoler le 1 et le 2, on va trouver directement une relation qui relie F à ces inconnus-là. D'accord? Commençons tout d'abord par l'isolement du solide. Donc, le PFS appliqué au solide ou à l'ensemble 2 se traduit de cette façon. Donc, c'est le torseur statique des actions mécaniques extérieures à 2 appliqué sur 2 égale au torseur nul. On doit juste choisir dans quel point. On doit choisir le point. Pourquoi choisir le point? Donc, à partir de cette application de PFS, ça va nous donner deux choses. La résultante de 2 barres sur 2 égale au vecteur nul, qui est le théorème de la résultante statique, et le moment au point O, plutôt en un point, de 2 barres sur 2 égale au vecteur nul. Donc, on doit déterminer ce point-là. Ça va être le théorème des moments statiques. Pour choisir ce point, donc la question qui se pose, comment choisir ce point? Puisqu'on a le droit d'imposer n'importe quel point ici. Comment choisir ce point? Il suffit de voir les torseurs des actions sur 2. Donc, ce sont les deux. On a deux actions qui agissent sur 2, l'action de 0 et l'action de 1. Les torseurs, donc le torseur, celui-ci, ça serait celui-ci, et celui-là, qui sont appliqués sur 2. On voit le torseur qui contient beaucoup de composantes. Donc, le torseur qui contient beaucoup de composantes, on va opter pour le point de ce torseur. Puisqu'on a trouvé que les deux torseurs, ils contiennent 3 composantes chacun, donc on peut prendre n'importe quel point, soit le point A ou le point B. D'accord? Si on avait par exemple un torseur qui contient 5 composantes, on va privilégier le point d'application de ce torseur. Donc on va prendre le point A. Donc ça serait une application du PFS au point A. Donc, puisqu'on a donné donc les torseurs, donc le premier torseur, le point A, le deuxième au point B, on doit refaire un calcul pour ce torseur-là afin de déterminer le moment au point A. Donc, on doit calculer le moment au point A du deuxième torseur, qui est le torseur de 1 sur 2. Donc, pour ce torseur-là. Donc, ça serait, en utilisant la relation de changement de point, c'est le moment point B de 1 sur 2 plus la résultante de 1 sur 2 vectoriel BA. Pour le moment au point B, il est exprimé par 3, 0. Donc, ça serait un vecteur nul plus la résultante qui est, donc la résultante de 1 sur 2, c'est x12, y12 et z12. Donc, on va utiliser une écriture sous forme de colonne, x12, y12 et z12, donc portée par la base x, y, z, vectoriel BA, qui est le vecteur. Donc là, d'après les données, le vecteur BA, ça serait BO plus
OA. Donc BO qui est moins LY plus OA qui est H porté par Z. Donc dans la base X, Y, Z, ça va donner BA, ça serait 0, moins L et H. Donc à la fin, on va obtenir trois composantes qui sont donc X12 vectoriel moins L porté par Z. X12 moins L porté par Z. Y12 vectoriel moins L, ça serait 0. Z12 moins L, ça serait une composante portée par X, qui est L, Z12. Ensuite, X12 vectoriel H, ça serait porté par Y, avec un signe moins. Donc moins H, X12. Y12 vectoriel H, ça serait plus H, Y12. Et la dernière, Z12 vectoriel H, ça serait 0. Donc on a trouvé le torseur de, plutôt le moment de 1 sur 2 au point A. Il ne reste qu'à faire la somme. Donc, le théorème de la résultante statique va nous donner la résultante de 0 sur 2 plus la résultante de 1 sur 2 égale au vecteur nul, ce qui se traduit par la résultante de 0 sur 2, ça serait celle-là, plus cette résultante-là, ça va donner quelque chose de nul. Donc, x12, plutôt x02, y02 et z02, plus x12, y12 et z12, égale au vecteur nul. Donc, c'est une écriture sous forme de vecteur qui va donner trois équations scalaires si on fait la projection sur les axes, qui sont x02 égale à moins x12, y02 égale à moins y12, et z02 égale à moins z12. Le deuxième théorème, théorème du moment statique, au point A, ça va donner le moment au point A de 0 sur 2 plus le moment au point A de 1 sur 2 égale au vecteur nul. Le moment au point A de 0 sur 2. Donc, comme vous voyez ici, le moment au point A de 0 sur 2, ça serait 3 zéros. Donc, ça serait 0, 0, 0, plus le moment au point A de 1 sur 2, ça serait, donc ça va donner plus, Monsieur, oui, monsieur, في le moment de 1 par rapport à 2, ماشي عندنا une erreur تما de projection végétale vectorielle. non, oui, final letter, Monsieur, car je pense que selon X, عندنا LZ12 plus HY1. souvent X, On a LZ12, on doit oui, ajouter HY12. Et selon Y, on a juste moins HX1. donc vous avez dit que on doit avoir, donc, suivant X, on doit ajouter H, Y12. Donc celle-là, ça doit être porté par X. Oui, Y, H, oui, merci. Donc ça serait H, Y12. Et celle-là, ça va disparaître. Z12 plus H, Y12 et moins H, X12. Ici, moins X12 fois L. Tout ceci égale au vecteur nul. Donc qui se traduit par trois équations
scalaires qui sont LZ12 égale à H, plutôt moins H, Y12, X12 égale à 0. Donc, moins H, X12 égale à 0. Moins H, plutôt H, c'est une distance. Donc, ce qui veut dire que X12 égale à 0. Et la dernière, L fois X12 égale à 0, ce qui se traduit par X12 égale à 0. Donc, on a deux équations. Donc, une équation qui n'est pas significative, puisque c'est la répétition de l'équation précédente. Donc, on a appliqué le PFS sur le solide 2 et on a obtenu ces 6 équations-là. Plutôt ces 5 équations-là. Donc, on va faire l'isolement du solide. Donc, cette fois-ci, donc, comment choisir? Soit faire l'isolement juste du solide 1 ou là, du solide 1 et 2. Donc, selon les torseurs qu'on va évoquer et donc l'ordre du calcul. Donc, lorsqu'on va isoler ces deux solides-là, 1 et 2, les torseurs qui vont entrer en question, c'est le torseur de la liaison rotule au point A, le torseur de la liaison pivot et le torseur de F. Ces trois actions extérieures. D'accord? Donc, en général, ce qui fait le choix, c'est donc la grandeur des torseurs, s'il contient beaucoup de composantes ou un nombre limité. Donc, par exemple, ici, on va isoler et on va prendre ces trois torseurs-là. Donc, le torseur de 0 sur 2, de 0 sur 1 et de F. D'accord? C'est la même chose si on fait l'isolement juste du solide 1. Donc, lorsqu'on va isoler juste le solide 1, on va trouver qu'il est soumis à l'action de 2 sur 1, à l'action de F sur 1 et à l'action de 0 sur 1. C'est la même chose. Donc, les torseurs, ils contiennent presque le même nombre de composantes. Donc, je ne te dis, qu'est-ce qui a changé? C'est ce torseur-là avec celui-ci. Ils contiennent tous les deux, trois composantes. Donc, c'est la même chose. Soit isoler le solide 1, soit isoler le 1 et 2. Donc, on va faire isolement juste du solide 1. On va appliquer le PFS au solide 1. Au point, donc on va chercher le point. Donc, le solide 1, il est soumis à trois actions extérieures qui sont l'action de F, l'action de 0 et l'action de 2. Donc, ce sont ces trois torseurs-là. Le premier torseur, il est exprimé au point O, le deuxième au point B et le troisième au point C. Vous voyez que ce torseur-là, il contient un maximum de composantes et il est exprimé au point O. Donc, on va choisir le point O comme point d'application ou comme point d'expression du principe fondamental de la statique. Donc, le principe fondamental au point O, appliqué sur 1, se traduit comme étant le torseur statique de 1 bar sur 1. Ça serait un torseur nul. Donc, on va faire l'écriture cette fois-ci. Donc, le premier isolement, on a utilisé le théorème de résultante statique, théorème de moment statique. Cette fois-ci, on va écrire sous forme directement torsorielle. Donc, ça serait le torseur. Donc, c'est le torseur de 2 sur 1, c'est celui-ci. Donc, lorsqu'on va exprimer le torseur de 2 sur 1, ça serait ce torseur-là avec un signe moins. Donc, ça serait ce torseur-là, plus le dernier torseur, qui est le torseur de F sur 1, et qui est exprimé par Fx 0 moins Fz et 3, 0. Mais il est exprimé au point C, donc dans la même base X.
Y, Z. Tout ceci égale au torseur nul. Donc, pour faire la somme, il suffit d'exprimer les torseurs au même point qui est le point O. Donc, pour cela, on doit calculer le moment au point O de quoi? De ce torseur-là, qui est le torseur de 2 sur 1. Donc, juste une faute que j'ai oubliée ici, c'est le fait que le torseur de 2 sur 1, c'est moins le torseur de 1 sur 2. Donc, ça serait tout d'abord le moment au point B de 2 sur 1 plus la résultante vectorielle BO. Donc, ça serait le moment au point P, comme vous voyez ici, c'est 3, 0. C'est le torseur, plutôt c'est le vecteur nul, plus la résultante qui est moins x12, moins y12 et moins z12, vectoriel OB. Donc, d'après le Mancé, le vecteur OB, c'est le vecteur L porté par y. Donc, ça serait juste L porté par y et 3, 0. Donc, ça va donner à la fin deux composantes, une suivant x et l'autre suivant z. Donc, ça serait L, z12 porté par x et moins L, x12 porté par z et un 0 suivant y. C'est le premier moment. Le deuxième moment, exprimé au point O, de l'action de f sur 1. Ça serait le moment de f sur 1 qui est déjà donné au point C plus la résultante de f sur 1 vectoriel CO. On peut écrire comme ça, comme on peut écrire directement f vectoriel CO. Parce que l'action de f, c'est le vecteur f. Donc, ça va donner, pour le moment au point C, c'est le vecteur nul, plus la résultante qui est fx 0 et moins fz, vectoriel au C ou CO, qui est donc le vecteur CO, c'est D porté par Y. Donc, ça va donner deux composantes, une suivant X et l'autre suivant Z. Donc, ça serait fx fois D et fz fois D porté par X. Donc, on a fait le calcul des différents moments. Donc, on va prendre cette équation-là et ça va être écrite maintenant au point O. Donc, au point O, tout ceci égale au torseur nul. Donc, au point O, on aurait donc le moment de f, ce serait fz fois d, 0 et fx fois d. Pour l'autre, ce serait L fois Z12, 0 et moins L fois X12. Donc, ça va donner directement 6 équations. 3 de la théorème des résultantes statiques et 3 de la théorème des moments statiques. Donc, tout d'abord, X01 plus, plutôt moins X12 plus Fx égale à 0. La deuxième, ça serait Y01 moins Y12 égale à 0. Et la troisième, Z01 moins Z12 moins Fz égale à 0. Pour les théorèmes de moment statique seront donc tout d'abord 1, 0 plus L Z12
plus fz fois d égale à 0. La deuxième, m01 plus 0 égale à 0. Et la dernière, n01 moins l x12 plus fx fois d égale à 0. Donc, on a trouvé 6 équations. Donc, on a un résultat direct qui est celui de m égale à 0. Donc, à la fin, on a trouvé 6 autres équations. La question demande de déterminer les différentes inconnues statiques. Donc, si on revient vers les liaisons, donc, pour la première liaison, il nous a donné 5 inconnus statiques, x01 jusqu'à n01. La deuxième, il nous a donné 3, celle-là 3, donc celle-là, ce n'est pas une liaison, mais une donnée, qui est le torseur de f. Donc, on nous demande de déterminer les 11 inconnus statiques. Donc, au total, on doit donner 11, les 11 inconnus. Donc, à partir de ça, on a trouvé déjà le premier, x12. Donc, ce sont les équations obtenues du PFS sur le solide 1, plutôt le solide 2. Et ce sont celles obtenues du PFS appliquées au solide 2. Et on fait la résolution. Donc, ça va donner tout d'abord x12 égale à 0, m01 égale à 0. Donc, vous voyez qu'on a 12 équations et 11 inconnues. Et on a une équation qui se répète. Donc, on a au total 11 équations, 11 inconnues. Donc, ce qui veut dire que le système peut se résoudre. Donc, M01, quoi d'autre? Donc, on peut obtenir à partir de cette équation-là Z12 en fonction de F. Donc, ça serait Z12 égale à moins D FZ sur L. Et on a aussi, à partir de cette équation-là, que Z12 égale à moins Z02. Donc, ça serait moins Z02. Donc, on a déterminé jusqu'à maintenant 4 inconnues. De plus, on a une relation qui relie Z12 et Z01. Donc, ça va donner que Z01 égale à FZ plus Z12. Donc, Z01 égale à FZ moins DFZ sur L. Donc, quoi d'autre à partir de ces équations? On peut obtenir des variables ou les inconnus statiques restants. Donc, à partir de celle-là, on va obtenir une relation qui relie N01 et X12, qu'on a déjà déterminé X12. Donc, ça serait nul ici, puisque X12 égale à 0. Donc, à partir de ça, N01, ça serait Fx fois D. De plus, ce X12-là, il est nul. Donc, ça va donner X01 égale à moins Fx. De plus, on a X02 égale à X12. Donc, ce qui va se traduire que X02 égale à 0.
Il nous reste le Monsieur Y. Oui, N01, N01, c'est moins FXD. oh, N01. oui, c'est moi, merci. Donc, ici, moi ici. Donc, il nous reste le Y12. Plutôt, le Y01. Donc, les relations qui contiennent. Donc, on a Y01 égale à Y12. Y02 égale à moins Y12. Et on a de plus une relation qui relie Y12 à Z. À Z12. C'est celle-là. 12 égale à moins L Z12 sur H. Or, on a déterminé Z12, donc ça va donner plus D fois L fois FZ sur H fois L. Donc, c'est l'expression de Y12. Elle est la même pour moins Y02. Donc, c'est la même chose que moins Y02. Et on a aussi Y12 égale à Y01. Donc, au total, on a obtenu la première inconnue, la deuxième, la troisième, la quatrième, cinquième, sixième, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, on a déterminé toutes les inconnues statiques des différentes liaisons.